Tu ne contrôles pas ta vie. Tu crois décider, choisir, aimer librement. Mais à chaque mouvement de ton esprit, il y a déjà une loi invisible qui agit à ta place. Elle te pousse à faire ce que tu regretteras. Elle te pousse à dire ce que tu finiras par payer. Tu n'as jamais été seul au volant. Derrière tes désirs, derrière tes ambitions, derrière tes silences même, il y a une architecture froide, ancienne, que Machiavel connaissait mieux que personne. 12 lois que personne ne t'enseigne à l'école. 12 lois qui sculptent tes relations, ta survie, ton ascension ou ta chute. Et si tu refuses de les voir, elles continueront de t'écraser en silence. Mais aujourd'hui, tu vas les entendre, et tu ne penseras plus jamais comme avant. Écris en commentaire. Et si ma vie avait toujours été manipulée sans que je le sache? Abonne-toi et reste jusqu'à la fin. La 12e loi te hantera. Machiavel n'a jamais été l'homme cruel que l'histoire a caricaturé. Il fut, avant tout, un observateur impitoyable du réel. À la Renaissance, alors que l'Europe cherchait encore un sens à l'ordre politique, lui écrivait pour ceux qui voulaient survivre. Il n'écrivait pas pour les vertueux, mais pour ceux qui voulaient rester debout dans un monde où la morale était une faiblesse. Ces lois qu'il a formulées de manière voilée dans Le Prince traversent les siècles, et pourtant, elles sont souvent déformées, diabolisées, oubliées. Pourquoi? Parce qu'elles dérangent. Elles révèlent que le pouvoir n'est pas donné à ceux qui méritent, mais à ceux qui comprennent. Aujourd'hui, elles gouvernent tes relations, ton image, ton ascension sociale, même si tu les ignores. Et c'est là le piège. Croire que l'on est libre alors qu'on est dirigé par des dynamiques anciennes que ton éducation n'a jamais osé nommer. Tu crois être libre parce que tu choisis ton emploi, tes amis, ton style de vie. Mais la vérité, c'est que des lois invisibles dictent déjà tes comportements. Elles ne viennent ni de Dieu, ni de la morale, mais du pouvoir. Voici les 12 lois machiavéliennes qui te manipulent, sans que tu ne le réalises, et tu ne les désapprendras jamais. La loi du voile stratégique, ne jamais révéler ton intention première. Le premier piège que tu dois détruire dans ta manière de penser, c'est celui de la transparence naïve. Dans un monde où chacun agit pour ses intérêts, dévoiler ta vraie intention est une forme de suicide psychologique. Car dès que l'autre connaît ton objectif, il commence à le neutraliser. Tu penses gagner la confiance des autres en leur disant la vérité sur ce que tu veux, sur ce que tu ressens, sur là où tu vas. Mais tu oublies que dans l'esprit humain, toute information est une opportunité de manipulation. Plus tu expliques, plus tu t'exposes. Et plus tu t'exposes, plus tu deviens vulnérable. Machiavel le savait. Le pouvoir appartient à celui qui sait dissimuler sans mentir. Dire quelque chose de vrai, mais pas ce que tu penses réellement. Montrer un chemin tout en avançant sur un autre. Semer la confusion pour protéger ta trajectoire. C'est ainsi que tu restes insaisissable. L'erreur des faibles, c'est de croire qu'ils doivent tout justifier. Ils se livrent, ils se confessent, ils révèlent ce qui les motive, croyant que cela les rendra humains. Mais l'humanité qu'ils offrent devient leur propre corde. En politique, en amour, en affaires, l'intention visible est toujours une faiblesse à exploiter. Ce n'est pas un appel à mentir, c'est un appel à choisir ce que tu laisses voir. Comme un joueur d'échecs ne montre pas la stratégie derrière chaque mouvement, toi aussi, tu dois garder ton esprit voilé. Il ne s'agit pas de devenir froid ou manipulateur, mais d'être conscient que la vérité brute est trop précieuse pour être livrée sans protection. Protège ton dessein. Floute tes buts. Laisse les autres deviner pendant que toi, tu avances. Tant que tes véritables intentions restent floues, personne ne peut te contrôler, et c'est là que commence ta liberté. La loi du besoin orchestré crée la dépendance, ne l'éprouve jamais. Le deuxième mécanisme invisible qui te maintient dans la faiblesse, c'est ton besoin d'être aimé, reconnu, validé. Tu crois que le lien avec les autres doit être fondé sur l'égalité, sur la réciprocité, sur la bienveillance partagée. Mais dans les cercles du pouvoir, cette vision est une illusion dangereuse. Machiavel nous enseigne une vérité dure, mais essentielle. Celui qui dépend a déjà perdu. Dans toute relation, professionnelle,
amicale, amoureuse, celui qui a besoin de l'autre devient prévisible, malléable, contrôlable. Tu crois que l'amour désintéressé te protégera, mais l'histoire te montre que même les alliances les plus sincères se brisent sous la pression du pouvoir. La seule manière de rester libre, c'est de faire en sorte que les autres aient besoin de toi, plus que tu n'as besoin d'eux. Crée l'utilité. Fais naître chez l'autre la sensation qu'il ne peut pas avancer sans ta présence, sans ton savoir, sans ton écoute, sans ton accord. Ne cherche pas à plaire, rends-toi indispensable. Et si tu veux tester ton pouvoir réel, retire-toi. Observe les réactions. Le silence de celui qui n'a pas besoin de l'autre est 1000 fois plus puissant que la parole de celui qui mendie l'attention. Mais attention, orchestrer le besoin ne veut pas dire exploiter les autres avec cruauté. Cela signifie structurer ton positionnement de manière à rester souverain. Une souveraineté invisible mais réelle. Et cette souveraineté naît le jour où tu acceptes que ton bien-être ne dépende plus de personne. Pas d'un regard, pas d'un message, pas d'un contrat, pas d'un salaire. Quand tu deviens l'élément dont les autres dépendent, sans dépendre d'eux en retour, tu deviens un acteur invisible de leur équilibre. Et c'est là que tu tiens les rênes. Plus tu réduis tes besoins, plus tu étends ton pouvoir. Et moins tu demandes, plus on cherche à t'obtenir. La loi du silence menaçant. Moins tu parles, plus on te redoute. Le troisième réflexe destructeur que tu dois abolir, c'est cette impulsion de toujours vouloir expliquer, commenter, clarifier. Tu parles pour te défendre, pour convaincre, pour rassurer. Mais dans le théâtre du pouvoir, celui qui parle trop se vide de sa force. Chaque mot que tu prononces réduit le mystère autour de toi. Chaque explication que tu donnes dévoile les contours de ton esprit et ce qui est visible devient contrôlable. Machiavel comprenait le poids du silence. Pas un silence passif, mais un silence calculé. Un silence qui rend l'autre nerveux, incertain, instable, parce qu'il ne sait pas ce que tu penses. Parce qu'il devine, mais ne comprend pas. Ce silence-là est un sabre invisible. Il n'attaque pas, il fait douter. Il laisse l'autre seul avec ses suppositions, ses peurs, ses projections. Le silence devient alors une architecture de domination. Dans les réunions, dans les conflits, dans l'intimité, celui qui parle le moins possède l'avantage, il écoute, il observe, il dissèque. Et quand il parle enfin, chaque mot devient une onde de choc. Toi, tu as été formé à combler le vide, à parler pour ne pas inquiéter, pour montrer ta transparence, ta gentillesse, ta loyauté. Mais tout cela est une exposition inutile, car l'être humain respecte davantage ce qu'il ne comprend pas que ce qu'il connaît trop bien. Si tu veux inverser la dynamique, commence par te taire, non pas pour fuir, mais pour désarçonner. Parle quand tu n'as rien à perdre. Tais-toi quand le pouvoir est en jeu. Et si tu veux inspirer le respect sans même lever la voix, réduis ta parole à l'essentiel. Laisse le silence porter ton aura. Il deviendra ta meilleure défense, ta plus grande menace, car le silence, dans un monde de bruit, est un territoire que seuls les esprits forts peuvent habiter. Et dans ce territoire, personne ne peut te deviner. Le quatrième verrou qui te prive de puissance, c'est ta croyance en la clarté morale. Tu veux être un bon humain. Tu rejettes ce qui te semble mal, tu embrasses ce que la société te présente comme bien. Mais cette division entre lumière et ténèbres est un mythe. Dans le réel, il n'y a pas de gentil ou de méchant. Il y a des intérêts, des stratégies, des choix de survie. Et plus tu cherches à être irréprochable, plus tu te rends manipulable. Machiavel ne te demande pas d'être cruel, il te demande d'être complexe. De comprendre que l'efficacité est souvent amorale, que la morale peut être un luxe destructeur. Être trop bon te rend prévisible, et donc sacrifiable. Être trop mauvais te rend isolé, et donc vulnérable. La vérité, c'est que ceux qui gouvernent les dynamiques sociales évoluent dans une zone grise, mouvante, insaisissable. Ils donnent quand cela sert leur dessein. Ils se taisent quand parler serait noble, mais fatal. Ils aident parfois, mais pas au point de se sacrifier. Cette fluidité n'est pas une trahison de ton humanité, c'est une ascension vers une intelligence plus lucide. Tu peux être doux, généreux, compatissant, mais si tu refuses d'embrasser aussi ton côté tranchant,
tu seras toujours dominé par ceux qui n'ont pas ce scrupule. La réalité ne récompense pas les justes, elle récompense les habiles. Si tu veux durer, avancer, protéger ce qui t'est cher, apprends à brouiller les lignes. Sois aimable, mais pas transparent. Sois fiable, mais pas naïf. Sois bienveillant, mais jamais à tes dépens. Car la force ultime réside dans cette ambivalence assumée. Assez bon pour être aimé, assez froid pour être craint. Quand les gens ne savent plus s'ils doivent t'admirer ou se méfier, alors tu as atteint la zone la plus rare du pouvoir, celle où l'on te respecte sans oser te tester. C'est là que commence ton règne silencieux. La loi du miroir émotionnel. Reflète ce que l'autre veut voir, pas ce que tu es. Le 5e piège qui t'empêche d'influencer, c'est ton obsession de l'authenticité brute. Tu crois que te montrer tel que tu es suffira pour être aimé, compris, suivi. Mais le monde ne récompense pas ce que tu es. Il récompense ce que tu projettes. Et ce que tu projettes n'a pas besoin d'être vrai. Il doit être stratégique. Machiavel te dirait ceci. Si tu veux que les gens te suivent, ne leur donne pas ta vérité. Donne-leur leur reflet. Les humains n'aiment pas ce qui est réel. Ils aiment ce qui les conforte. Si tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un, commence par lui montrer une version de toi qui épouse ses désirs, ses peurs, ses croyances. Tu deviens alors un miroir, et non un mur. Mais ce miroir n'est pas une soumission, c'est une architecture. Tu crées un masque, non pour mentir, mais pour canaliser, pour orienter, pour captiver. Et derrière ce masque, tu restes maître de ce que tu veux vraiment. Le pouvoir réside dans cette dissociation, être au cœur de l'attention, tout en restant caché. Les naïfs confondent sincérité et nudité. Ils exposent leurs douleurs, leurs opinions, leurs émotions, croyant qu'ils seront valorisés pour cela. Mais dans les sphères où se jouent les vrais rapports de force, celui qui contrôle les apparences contrôle les esprits. Être un miroir, c'est comprendre que la perception est plus forte que la réalité. Tu n'as pas à t'effacer, tu dois t'adapter. Chaque personne face à toi perçoit le monde à travers ses propres blessures. Si tu veux le convaincre, ne lui tends pas ton monde, tends-lui le sien. Et dès qu'il s'y voit, il t'accorde sa confiance. La loyauté qu'il te donnera ne sera pas envers toi, mais envers l'image de lui-même qu'il croit trouver en toi. Et c'est cette illusion-là qui te donnera la position, l'accès, l'influence. Ne sois pas ce que tu veux être, sois ce qu'ils ont besoin de croire que tu es. La loi de la loyauté précaire. Utilise la fidélité, mais ne la donne jamais. Le 6e filet invisible qui t'emprisonne, c'est ton attachement sentimental à l'idée de loyauté. Tu veux croire que l'engagement sincère protège. Tu attends des liens solides, tu offres ta confiance, tu restes fidèle par principe. Mais dans l'univers du pouvoir, la loyauté est un outil, jamais une promesse éternelle. Machiavel savait que celui qui jure fidélité absolue place déjà son cou sous la lame de quelqu'un. La loyauté est une monnaie d'échange. Elle doit être temporaire, réévaluée, ajustée. Non pas parce que tu es traître, mais parce que le monde change. Les alliances d'hier deviennent les menaces de demain. Celui qui t'aide aujourd'hui peut te détruire demain. Et plus tu es loyal, plus tu restes figé dans une dynamique que l'autre peut contrôler. Si tu veux survivre, il faut inverser la posture. Fais en sorte que les autres se sentent liés à toi, attachés, redevables. Mais garde toujours la possibilité de partir, de changer de camp, de rompre, sans prévenir. Utilise la loyauté comme un manteau que tu peux retirer, jamais comme une peau que tu ne peux arracher. Observe les puissants. Ils honorent les alliances, mais jamais au point de s'y noyer. Ils font des promesses, mais laissent toujours une porte ouverte. Et c'est cette précarité maîtrisée qui leur donne l'avantage. Toi, tu t'attaches. Tu attends la reconnaissance. Tu refuses de partir, même quand tout s'effondre, parce que tu t'es juré de rester fidèle. Mais ce serment devient un piège émotionnel, un poison lent. Tu dois apprendre à être loyal comme un stratège, non comme une victime. Rends-toi précieux. Fais en sorte qu'on t'implore de rester. Et si la dynamique se retourne, n'hésite pas à devenir insaisissable. Car dans la jungle sociale, celui qui ne peut pas partir ne peut pas régner. Écris en commentaire. Je me suis trop souvent attaché à des gens qui n'auraient jamais fait la même chose pour moi. La loi du mystère entretenu
Ce qu'on ne comprend pas, on le respecte. Le 7e mécanisme que tu dois comprendre pour t'élever, c'est la puissance du mystère. Tu veux souvent être clair, explicite, compréhensible. Tu veux que les gens sachent qui tu es, ce que tu fais, où tu vas. Mais cette clarté est une illusion dangereuse. Car plus tu es facile à comprendre, plus tu deviens banal, et ce qui est banal ne fascine pas. Machiavel savait que le pouvoir n'est jamais totalement révélé. Il doit se deviner, se soupçonner, jamais se prouver. Le mystère attire, inquiète, élève. Il crée une distance sacrée entre toi et les autres. Quand les gens ne comprennent pas totalement ton fonctionnement, ils ne savent pas où frapper. Ils imaginent, ils exagèrent, ils projettent. Et dans ce flou, tu gagnes du terrain. Ceux qui te croient distant deviennent curieux. Ceux qui te trouvent étrange deviennent prudents. Et cette prudence, ce flou, est ton armure. Le problème de l'hypertransparence moderne, c'est qu'elle expose tout. Le moindre détail devient visible, analysé, critiqué. Et plus tu montres, plus tu perds de contrôle. Mais quand tu caches, quand tu limites l'accès, tu deviens une énigme. Et l'esprit humain respecte ce qu'il ne peut pas saisir. Dans tes silences, dans tes absences, dans tes contradictions assumées, tu construis une aura. Ce n'est pas une aura magique, c'est une stratégie de positionnement. Car ceux qui ont trop besoin d'être compris finissent souvent par être méprisés. Et ceux qui laissent planer le doute deviennent inclassables, donc indiscutables. Laisse les gens se poser des questions. Laisse-les chercher tes raisons. Ne révèle pas toujours tes émotions ni tes objectifs. Entretiens le doute sans être incohérent. Sois stable, mais jamais décodable. Ainsi, même sans parler, tu imposeras ta présence. Et même absent, tu continueras de régner dans leurs esprits. Le mystère bien entretenu devient une force silencieuse qui te protège, t'amplifie et t'élève au-dessus du commun. La loi du bouc émissaire, trouve toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Le 8e levier psychologique que tu refuses peut-être de regarder en face, c'est celui de la délégation de la faute. Tu as été formé à assumer, à reconnaître tes torts, à porter la responsabilité avec dignité. Mais dans la sphère du pouvoir, assumer n'est pas toujours une vertu, c'est parfois une offrande inutile à ceux qui cherchent à t'affaiblir. Machiavel, lucide comme l'acier, avait compris une chose. Celui qui accepte publiquement la faute devient un point de repère commode pour la colère collective, et plus tu es stable, plus les autres s'appuient sur toi pour se décharger de leur instabilité. Le bouc émissaire, c'est celui qu'on sacrifie pour maintenir la paix du groupe. Si tu n'y prends pas garde, tu deviendras ce point de convergence. Il ne s'agit pas de mentir ni d'accuser les innocents. Il s'agit de comprendre une loi froide. Dans toute dynamique humaine, la faute doit circuler. Si tu ne la dévies pas, elle s'ancrera sur toi. Les esprits faibles cherchent un responsable, jamais une explication. Les foules, les groupes, les entreprises, les familles, tous fonctionnent selon ce principe archaïque. Il faut quelqu'un à blâmer pour rétablir l'équilibre. Ne deviens pas ce point de fixation. Sois plus subtil. Oriente l'attention ailleurs. Crée des zones d'ambiguïté. Utilise des figures secondaires. Parle d'éléments extérieurs, d'influences invisibles, de contextes défaillants. Ne reste pas immobile quand le feu approche. Dévie-le. Machiavel n'était pas cruel, il était stratège. Il savait que celui qui accepte de porter toutes les fautes est vite crucifié par ceux qu'il pensait protéger. Toi, tu dois survivre. Et pour cela, tu dois parfois détourner le regard du miroir de la culpabilité pour fixer celui du jeu politique. Dans ce jeu, la maîtrise consiste à rester présent sans devenir la cible. Et pour cela, il faut parfois que l'ombre de la faute tombe ailleurs que sur toi. C'est injuste, mais c'est ainsi que tu restes debout. La loi du masque d'utilité. Tant que tu es utile, tu es intouchable. Le 9e levier que tu refuses peut-être d'activer consciemment, c'est celui de ton utilité. Tu veux être apprécié pour ce que tu es, pour ta gentillesse, ton honnêteté, ta présence.
Mais la vérité que Machiavel ne cesse de marteler dans le silence des puissants, c'est celle-ci. On ne protège que ce qui sert. Dans le monde réel, ta valeur morale ne suffit pas. Ce qui te rend intouchable, ce n'est pas ton cœur, c'est ta fonction. Tant que tu représentes une solution, un avantage, un levier pour l'autre, tu restes en sécurité. Mais dès que tu n'apportes plus rien, tu deviens remplaçable. Et ce mot, remplaçable, est l'agonie silencieuse de tous ceux qui croyaient que l'amour, l'amitié ou la loyauté suffisaient. Machiavel t'enseigne alors une posture stratégique. Construis ta présence comme un service. Que ce soit dans tes relations personnelles, dans ton travail, dans ton réseau, fais en sorte que ton absence devienne un problème. Ne demande pas l'amour. Rends-toi nécessaire. Ne mendie pas le respect. Rends-toi indispensable. Mais fais-le avec calme. Ne deviens pas esclave de ton rôle. Utilise-le comme un masque que tu peux porter ou retirer à ta guise. Car ce n'est pas ton essence que tu vends. C'est une version de toi qui sert. Ceux qui réussissent à durer savent jouer ce rôle, sans s'y perdre. Ils donnent assez pour être désirés, mais jamais assez pour être épuisés. Ils sont utiles, mais jamais utilisés. Toi, tu dois évaluer froidement. Quelle est ta valeur perçue? Si tu disparaissais demain, qui ressentirait un vide? Si la réponse est « personne », alors tu es en danger. Ce n'est pas une question d'amour-propre, c'est une question de stratégie de survie. Crée ce que les autres recherchent. Deviens l'outil dont personne ne veut se passer. Et tu verras que ceux qui te méprisaient hier commenceront à te respecter en silence. Car dans ce monde, l'utilité bien maîtrisée est la meilleure armure. La loi de la rareté simulée ne te rend disponible que lorsque c'est stratégique. Le 10e piège qui consume lentement ton influence, c'est ta disponibilité constante. Tu es là pour tout le monde, à tout moment. Tu réponds vite, tu aides spontanément, tu donnes sans compter. Tu penses que cela prouve ta valeur. Mais en vérité, cela dilue ton impact. Dans les règles invisibles du pouvoir, ce qui est toujours accessible perd en intensité. Machiavel aurait souri en observant à quel point les humains désirent davantage ce qu'ils ne peuvent pas avoir. La rareté crée le mythe, et le mythe attire plus que la vérité nue. Si tu veux être respecté, désiré, écouté, tu dois réduire ton accessibilité. Pas par arrogance, mais par stratégie. Chaque apparition doit compter. Chaque mot doit venir après un silence. Chaque geste doit avoir du poids, précisément parce qu'il est rare. Les puissants ne courent jamais après l'attention. Ils laissent les autres attendre, douter, espérer. Et c'est cette attente qui alimente leur pouvoir. Toi, tu dois apprendre à disparaître au bon moment. Refuse les sollicitations inutiles. Ne dis pas toujours oui. Laisse des messages sans réponse. Crée une distance rythmée. Ainsi, ton retour sera toujours perçu comme un événement, non comme une routine. Mais cette rareté ne doit pas être froide ni artificielle. Elle doit être vivante, magnétique. Tu dois maîtriser ton tempo social, comme un musicien maîtrise le silence entre les notes. Et lorsque tu choisis de parler, de donner, d'agir, fais-le avec une telle précision que chacun comprenne que ce moment est précieux. Ce n'est pas ton absence qui fait ta puissance, c'est la perception que ta présence est exceptionnelle. Machiavel savait que le trop-plein détruit la valeur. Dans un monde saturé d'images, de voix, de connexions, celui qui se fait rare devient une légende. Alors sois cette légende. Ne sois plus l'ombre qui répond toujours, deviens la lumière qu'on guette. La loi de l'effroi discret. Inspire la peur sans l'exprimer. Le 11e levier de contrôle, souvent méconnu, réside dans une forme de menace silencieuse. Tu veux être perçu comme aimable, paisible, inoffensif. Tu crois qu'en évitant les conflits, tu seras respecté. Mais ceux qui n'inspirent jamais la crainte ne sont jamais protégés. Machiavel l'a dit sans détour. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si tu ne peux être les deux. Mais attention, il ne parle pas de violence brute ni d'agressivité visible. Il parle d'un effroi discret, celui que tu inspires par ton imprévisibilité, ton calme froid,
ton absence de réaction émotionnelle. Ce n'est pas une peur qui hurle, c'est une peur qui plane. Tu ne menaces jamais, mais les autres sentent que tu pourrais frapper si tu le voulais. Tu ne réagis pas tout de suite, mais quand tu le fais, tu n'oublies jamais. Ce type de présence ne s'improvise pas, il se construit. Il naît du contrôle de soi, de la maîtrise de ton langage corporel, de la rareté de tes interventions. Il naît du fait que les autres ne savent jamais exactement ce que tu tolères ou ce que tu ignores. Et ce doute devient leur barrière. Le problème des gens trop doux, c'est qu'ils inspirent la facilité. On les teste, on les trahit, on les épuise. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à poser cette ombre autour d'eux. L'ombre du doute, l'ombre de la retenue, l'ombre du possible. Ce n'est pas en criant que tu fais peur. C'est en gardant le silence après qu'on t'a provoqué. C'est en restant calme alors que d'autres s'agitent. C'est en regardant fixement alors qu'on attend de toi une réaction. Tu deviens alors une figure qu'on respecte par prudence. Une figure qu'on ne veut pas trahir, non par amour, mais par crainte des conséquences. Et cette crainte, bien dosée, te protège plus que n'importe quel discours. La loi de la sortie invisible, quand tu quittes, fais-le sans bruit et sans trace. La 12e loi, la plus silencieuse et pourtant la plus décisive, c'est celle de la sortie. Tu as été formé à clore les choses proprement, à dire au revoir, à tout expliquer. Tu veux être compris jusqu'au bout, même quand tu pars. Mais dans l'univers de Machiavel, celui qui annonce sa sortie perd une partie de sa puissance, car le départ visible déclenche les réactions, les manipulations, les attaques. Il laisse des ouvertures, des regrets, des opportunités pour l'autre de te retenir ou de t'affaiblir. La vraie puissance se manifeste dans l'évanouissement contrôlé. Partir sans drame, sans bruit, sans justification. Tu étais là, puis tu n'es plus là. Et ce vide, parce qu'il n'a pas été anticipé, frappe plus fort que 1000 discours. L'esprit humain est déstabilisé par ce qu'il ne peut pas nommer. Si tu veux quitter un lieu, une relation, une position, fais-le comme une ombre. Ne donne pas à l'autre la satisfaction de ton explication. Ne cherche pas à apaiser les consciences. Ce n'est pas une fuite, c'est une fermeture calculée. Machiavel savait que celui qui part sans prévenir laisse dans l'air une forme de mystère sacré. Il devient un mythe. Et dans le silence qui suit sa disparition, il continue d'exister plus puissamment qu'il ne l'aurait fait par sa parole. Ce n'est pas l'absence qui tue ton image, c'est l'explication de ton absence. Tu veux te protéger, ne laisse aucune trace. Tu veux garder ton influence, ne donne jamais la date exacte de ta sortie. Laisse les autres interpréter, inventer, spéculer. Ton silence prolongé deviendra une légende. Car dans un monde où tout est montré, celui qui sait disparaître devient une énigme, et cette énigme a plus de pouvoir qu'un roi qui parle trop. Apprends à sortir comme on efface une empreinte dans le sable avant la tempête, sans bruit et sans retour. Tu viens de découvrir les lois visibles, celles que Machiavel appliquait à la cour, dans les jeux de pouvoir. Mais sous ces règles, il y a un monde plus obscur encore. Les lois enfouies, psychologiques, presque invisibles. Ce sont elles qui façonnent ta perception, déforment tes désirs et t'empêchent d'agir librement, même quand tu crois penser par toi-même. L'inconfort du libre arbitre, tu préfères qu'on pense à ta place, même si tu crois décider seul. Tu dis que tu veux être libre, tu dis que tu veux choisir par toi-même. Mais quand le silence devient trop lourd, quand personne ne t'indique la direction, une angoisse profonde surgit. Ce que tu appelles liberté est souvent une illusion confortable, car en réalité, tu respires mieux quand quelqu'un décide à ta place, quand une norme te rassure, quand une autorité te soulage du fardeau du choix. Machiavel l'avait pressenti. Le peuple ne demande pas la liberté, il demande la stabilité, et la stabilité demande un maître. Ce maître peut être un homme, une institution, une idéologie, une image de toi-même. L'important, c'est qu'il pense pour toi. Le libre arbitre véritable est inconfortable, parce qu'il ne s'appuie sur rien d'extérieur. Tu dois inventer ton propre chemin, porter la responsabilité de tes erreurs, ne plus accuser personne. Et cette nudité existentielle, peu de gens l'acceptent.
Alors tu te raccroches à des modèles, à des rôles, à des discours tout faits. Tu te dis que tu es indépendant, mais ton comportement suit les codes d'un groupe. Tu crois être original, mais tu répètes ce que tu as entendu sans jamais le remettre en question. Et tu justifies tout ça en disant que c'est ton choix. Mais au fond, ce n'est pas la vérité qui t'apaise. C'est le confort de ne pas avoir à chercher. Le pouvoir te connaît. Il sait que, si on te donne l'illusion du choix, tu te croiras libre. Voilà pourquoi tu votes, tu consommes, tu t'engages. Mais dans un cadre qu'on a défini pour toi. Tu bouges, mais dans une cage. Et cette cage, tu l'as décorée de tes propres arguments. Si tu veux retrouver ta souveraineté, tu dois d'abord admettre cette gêne. Penser réellement par toi-même est douloureux. C'est n'avoir personne à suivre, personne à blâmer. C'est affronter le vide. Mais ce vide-là, c'est le seul endroit où ta pensée commence. La faim émotionnelle. Ton besoin d'être validé détermine chaque choix, même les plus rationnels. Tu penses que tu fais des choix logiques. Tu penses peser le pour et le contre. Tu te crois maître de tes décisions. Mais il y a un besoin plus profond qui guide ta main, celui d'être vu, reconnu, validé. Tu ne le dis pas, tu ne le montres pas. Mais il est là, dans chaque geste, dans chaque mot. C'est une faim silencieuse. Une faim d'approbation. Machiavel aurait dit que l'homme agit moins pour le bien que pour l'illusion de reconnaissance. Tu dis que tu veux réussir, tu veux surtout que ton succès soit applaudi, tu dis que tu veux aimer, tu veux surtout être indispensable pour quelqu'un, tu dis que tu veux t'élever, tu veux surtout qu'on admire ton ascension. Cette faim émotionnelle n'est pas un défaut. Elle est humaine. Mais elle te rend manipulable. Car celui qui a besoin d'être aimé peut être contrôlé par un sourire. Celui qui veut être félicité peut être guidé par une flatterie. Et celui qui redoute l'indifférence peut se détruire juste pour attirer un regard. Tu veux choisir objectivement, mais en vérité, tu choisis ce qui te donne une sensation d'existence. Et les puissants le savent. Ils t'offrent des applaudissements pour t'acheter. Ils t'offrent de l'attention pour te distraire. Ils te donnent de l'importance pour t'enchaîner. Et toi, tu acceptes, croyant que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un piège. Si tu veux retrouver ta liberté intérieure, tu dois jeûner de cette validation extérieure. Apprendre à ne plus dépendre de l'opinion, du regard, du retour. Tu dois faire, non parce qu'on t'observe, mais parce que c'est juste. Tu dois te tenir droit, même dans l'ombre, même dans le silence. Car c'est là que se forge la véritable indépendance, dans l'absence de miroir, et c'est là que commence ton vrai pouvoir, quand tu ne fais plus rien pour qu'on t'aime, mais tout pour ne plus te trahir. L'addiction au récit intérieur. Tu préfères protéger ton histoire personnelle que changer ta vie. Tu crois vouloir changer. Tu dis que tu veux évoluer, te libérer, devenir une meilleure version de toi-même. Mais en réalité, tu es attaché à ton récit plus qu'à ta transformation. Tu racontes ton passé, tes blessures, tes combats, comme un poème tragique que tu récites chaque jour pour justifier ton immobilité. Et ce récit, tu y tiens, parce qu'il te donne une identité. Machiavel n'en parle pas en ces termes, mais il aurait compris ce réflexe. L'être humain préfère une histoire cohérente à une réalité instable, même si cette histoire est douloureuse, même si elle t'empêche d'avancer. Car sans ce récit, tu ne sais plus qui tu es. Tu dis « J'ai toujours été comme ça, ce n'est pas de ma faute. J'ai vécu trop de choses et ces phrases deviennent des chaînes dorées. Elles te rassurent, elles expliquent tout, mais elles te condamnent à revivre la même scène encore et encore. Tu refuses l'idée que ton passé puisse cesser de te définir. Tu refuses l'idée que tu pourrais choisir d'être quelqu'un d'autre, dès maintenant. Car cela voudrait dire renoncer à la version de toi-même que tu as tant nourrie. Et l'humain déteste mourir à ce qu'il connaît, même si ce qu'il connaît le fait souffrir. Alors tu protèges ton récit. Tu le répètes. Tu cherches des gens pour l'écouter, pour le valider. Et plus on compatit, plus tu t'y enracines. Le récit devient ton refuge et ta prison. Si tu veux changer réellement, tu dois faire ce que peu osent faire, trahir ton ancienne version,
te détacher de cette voix intérieure qui te dit que tu es figé. Tu n'as pas à être cohérent avec ton passé. Tu dois être cohérent avec ta vérité présente. C'est là que réside la libération, non pas dans un changement spectaculaire, mais dans le courage de dire « je ne suis plus cette histoire ». Et ce jour-là, ton futur cesse d'être une répétition. Il devient une création. La peur de l'isolement, tu trahis souvent ta vérité pour ne pas être seul. Tu dis que tu veux être vrai, aligné, sincère avec toi-même. Mais chaque fois que ta vérité menace de te couper des autres, tu l'adaptes. Tu la dilues, tu l'étouffes, parce que tu ne veux pas être seul. Tu veux rester accepté, entouré, intégré. Et cette peur de l'isolement est plus forte que ton intégrité. Elle ne crie pas, elle ne se voit pas. Elle se manifeste par de petits renoncements. Tu souris alors que tu es en colère. Tu consens alors que tu devrais refuser. Tu restes alors que tu devrais partir. Tu joues un rôle pour ne pas perdre ta place dans un cercle, une relation, un système. Machiavel aurait dit que l'homme est un animal social, prêt à vendre sa dignité, pour ne pas être exilé. Et tu ne fais pas exception. Tu ne trahis pas les autres. Tu te trahis toi-même. Parce que le silence des autres te semble plus dangereux que ta propre dissonance intérieure. Tu préfères être faux avec eux que vrai avec toi. Cette peur est normale. L'isolement fait mal. Le rejet est un poison lent. Mais à force d'éviter ce vide, tu te remplis d'un mensonge confortable. Tu perds la trace de ce que tu penses vraiment. Tu absorbes les opinions dominantes, les comportements collectifs, les silences appris. Et au bout d'un moment, tu ne sais plus qui tu es sans le regard des autres. La vraie souveraineté commence quand tu acceptes ce vide. Quand tu oses penser quelque chose que ton groupe n'approuve pas. Quand tu oses agir sans approbation. Quand tu restes debout, même si personne n'applaudit, ce n'est pas facile. Tu perdras des gens, tu perdras du confort, tu perdras des appartenances, mais tu gagneras quelque chose que personne ne pourra t'enlever, une colonne vertébrale intérieure. Et cette colonne, même si elle te laisse parfois seul, fera de toi quelqu'un qu'on finit par respecter, parce que ceux qui sont prêts à marcher seuls sont les seuls qu'on finit par suivre. L'identité empruntée, tu te construis à partir des masques que les autres t'ont imposés. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis que tu es toi-même. Que cette personne, avec ses goûts, ses opinions, ses habitudes, est le fruit de ton chemin, de ton libre développement, mais si tu regardais plus profondément, tu verrais que ton identité est un patchwork, un assemblage subtil de ce que tes parents attendèrent de toi, de ce que la société tolère, de ce que ton entourage valorise. Tu n'es pas encore toi, tu es une somme d'empreintes. Machiavel, sans parler de psychologie, aurait vu là une stratégie de survie. Tu adoptes des masques pour être accepté. Tu intègres des attitudes pour éviter le rejet. Et à force de porter ces déguisements, tu oublies que ce ne sont pas les tiens. Tu dis que tu n'aimes pas te mettre en avant, mais est-ce parce que tu es humble ou parce qu'on t'a appris que ta voix n'avait pas de valeur? Tu dis que tu es fort, indépendant. Mais est-ce parce qu'on t'a forcé à ne jamais montrer ta douleur? Ton identité n'est pas encore authentique, elle est fonctionnelle. Tu t'es adapté, tu as compensé. Et cette adaptation t'a permis de survivre, c'est vrai. Mais elle t'a éloigné de ton noyau. Tu ne sais plus si ce que tu fais vient de toi ou d'un rôle que tu répètes depuis trop longtemps. Le monde ne t'a pas dit « sois toi-même ». Il t'a dit « sois ce que j'aime voir chez toi ». Et tu as obéi. Si tu veux retrouver ta liberté intérieure, tu dois commencer un processus de désapprentissage. Déshabille-toi des attentes. Détache-toi des rôles. Pose-toi la seule question qui libère. Qui serais-je si personne ne me regardait? Et dans le silence qui suivra, une réponse brute, peut-être inconfortable, émergera. Ce jour-là, tu ne seras plus en train de jouer un rôle. Tu commenceras à respirer. Pas comme un produit de ton milieu, mais comme une présence qui se choisit elle-même, enfin. Le désir mimétique, ce que tu veux, n'est souvent qu'un reflet du désir des autres. Tu crois désirer librement. Tu penses que ce que tu veux t'appartient, qu'il vient de toi. Une maison, un métier, un corps, une relation. Tu te dis que c'est ton rêve, ton chemin, ta volonté. Mais en réalité,
La plupart de tes désirs sont des reflets. Ils ne sont pas nés de ton être profond. Ils ont été copiés, par mimétisme. Girard l'a formulé clairement. Machiavel l'aurait appliqué instinctivement. Les hommes ne désirent pas les choses en elles-mêmes. Ils désirent ce que d'autres désirent déjà. Tu veux ce qui est convoité. Tu veux ce qui est admiré. Tu veux ce qui, par le regard des autres, t'accordera une valeur. Et dans ce jeu de miroir, ton désir devient une illusion. Tu poursuis des choses qui ne te rendront jamais heureux, simplement parce qu'on t'a montré qu'elles valaient quelque chose. Tu veux une réussite qui impressionne, pas qui t'élève. Tu veux une relation qui te valide, pas qui t'ouvre. Tu veux une vie qu'on enviera, pas une vie que tu sentiras. Et ce glissement est imperceptible. Il se fait dès l'enfance. Tu regardes autour de toi. Tu observes ce qui déclenche l'admiration, la peur, le respect. Et sans t'en rendre compte, tu ajustes ton désir pour qu'il entre dans ce moule. Tu te détournes de ce que ton âme murmure en silence, pour courir après ce que le monde applaudit bruyamment. Le désir mimétique n'est pas une faiblesse morale, c'est une structure inconsciente. Mais tant que tu n'en prends pas conscience, tu restes prisonnier de l'image. Si tu veux retrouver ton axe intérieur, tu dois apprendre à désirer sans témoin, te demander si personne ne regardait, si personne ne commentait, si je n'avais rien à prouver, qu'est-ce que je voudrais vraiment? Et tu verras que beaucoup de tes objectifs s'effondreront dans le silence. Ce n'étaient pas des rêves, c'étaient des emprunts, des costumes. Et ce jour-là, tu commenceras à désirer non plus pour être vu, mais pour exister pleinement. Le confort de la servitude. Il est plus facile d'obéir que de penser. Tu affirmes vouloir être libre. Tu dis que tu refuses la soumission, l'injustice, l'emprise. Mais quand tu te retrouves face à l'abîme du choix personnel, une vérité dérangeante surgit. Il est souvent plus confortable d'obéir que de penser. La liberté demande un effort, une lucidité, une solitude que peu acceptent. Penser par toi-même, remettre en question les règles, les dogmes, les habitudes, te met face à une responsabilité écrasante. Et alors, tu cherches des maîtres, pas toujours des personnes. Parfois ce sont des routines, parfois des applications, parfois une autorité que tu critiques en surface, mais que tu continues à suivre en silence. Machiavel savait que les peuples préfèrent l'ordre à l'émancipation, que l'obéissance bien encadrée rassure. C'est là le paradoxe. Tu crois que la servitude est imposée, mais souvent, elle est choisie. Tu t'y blottis parce qu'elle t'évite de te poser des questions. Elle te donne une structure, une excuse, une direction. Et tant que tu restes dans cette structure, tu n'as pas à faire face au chaos du monde. Tu n'as pas à assumer tes propres errances. Tu peux dire « c'est comme ça, je n'ai pas le choix, on m'a dit de faire ainsi ». Et tu avances, prisonnier docile d'une chaîne que tu tiens toi-même. La servitude est douce, elle est polie, elle est intégrée dans l'éducation, dans la religion, dans le travail, dans l'amour. Elle te dit quoi penser, quoi faire, quand parler, comment aimer, et toi, tu obéis. Non pas parce qu'on t'y oblige, mais parce que tu en as fait une habitude. Si tu veux sortir de cette cage invisible, tu dois d'abord reconnaître qu'elle existe. Tu dois ressentir l'inconfort de ne plus savoir quoi faire quand plus personne ne te guide. Tu dois apprendre à construire ton propre ordre, tes propres valeurs, ton propre chemin. Ce ne sera pas glorieux au début. Ce sera chaotique, incertain. Mais c'est dans cette incertitude que renaît la dignité. Et c'est là que l'esprit cesse d'être un serviteur pour redevenir un créateur. Comprendre les lois du pouvoir ne suffit pas. Si tu ne les appliques pas concrètement, elles s'effacent. Maintenant, tu dois transformer cette lucidité en stratégie quotidienne. Voici 7 techniques précises que tu peux intégrer dans ta posture, ton silence, ta communication, ton ascension. Elles ne sont pas théoriques, elles sont faites pour t'armer, intérieurement et socialement. Le langage de l'absence calculée, utiliser le silence comme un outil de domination psychologique. Tu crois que parler, répondre, être présent prouve ta force. Mais dans les sphères du pouvoir, c'est l'absence qui crée l'impact, l'absence calculée. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas ignorer,
c'est se retirer à un moment stratégique pour redessiner la perception de ta valeur. Machiavel n'avait pas besoin de se montrer pour gouverner une pièce. Il savait que l'attente qu'il créait suffisait à faire vibrer les esprits. Ton absence doit devenir un langage, un message, un signal qui dit « Je n'ai pas besoin d'être là pour être entendu ». Cette technique commence par le silence dans la conversation. Tu ne réponds pas immédiatement. Tu ne remplis pas les vides. Tu laisses l'autre chercher tes intentions, douter, se repositionner. Tu ne te montres pas toujours disponible, pas toujours accessible, même aux personnes proches. Pas par cruauté, mais pour poser une frontière invisible, car plus tu es là, plus on t'oublie. Moins tu es là, plus on te cherche. Ce paradoxe, c'est le cœur du langage de l'absence. Tu dois apprendre à doser ta présence comme une denrée rare. Tu arrives tard, tu pars tôt, tu ne réponds pas à tout. Tu fais sentir, par ton silence même, que tu observes, que tu calcules, que tu choisis, et ce choix crée un effet secondaire puissant. Il t'élève. L'absence crée le manque crée le respect crée l'autorité. Cette technique ne fonctionne que si elle est consciente. Il ne s'agit pas d'être distant, sans raison. Il s'agit de choisir ton absence comme on choisit une attaque silencieuse. Une absence maîtrisée dans un échange, dans un projet, dans une relation, c'est une arme qui désoriente sans frapper. Celui qui n'est pas là, mais dont l'ombre pèse, a déjà gagné. Et si tu veux vraiment imprimer ta présence dans les esprits, commence par apprendre à te retirer, au moment exact où l'on t'attend. Le détachement observable, montrer que rien ne te possède, même pas ce que tu aimes. La faiblesse ne se voit pas toujours dans les larmes ou les défaites. Elle se manifeste souvent dans l'attachement. Tu veux garder, protéger, retenir. Une personne, une image, un statut, tu te dis que c'est légitime, que l'amour, la fidélité ou la passion te rendent humain. Mais ce que tu appelles fidélité peut devenir une chaîne invisible. Machiavel le savait. Celui qui tient trop à quelque chose devient prévisible. Et celui qui est prévisible peut être contrôlé. Le pouvoir commence par une posture intérieure. Ne rien laisser paraître comme vital. Tu peux aimer, mais tu ne dépends pas. Tu peux t'investir, mais tu restes libre. Tu peux donner, mais tu peux aussi partir. Le détachement observable n'est pas une froideur. C'est une architecture mentale, une manière de montrer au monde, sans arrogance, sans menace, que tu n'as besoin de rien pour exister. Et ce simple message transforme ta présence. Car dans un monde d'êtres accrochés, ton détachement fait peur, il fascine, il intrigue. Tu deviens une figure que l'on ne peut pas manipuler. Cela commence dans les petites choses, ne pas répondre aux provocations, ne pas se justifier quand on te rejette, ne pas courir derrière ceux qui s'éloignent. Tu restes calme, posé, intérieur. Tu laisses les autres sentir qu'ils ne t'ont jamais vraiment possédé. Pas ton temps, pas ton cœur, pas ton image. Tu n'as pas à le dire. Tu dois le laisser transparaître dans tes silences, tes retraits, tes non-réactions. C'est ce que Machiavel aurait qualifié de présence souveraine. Ce détachement observable te rend plus grand que l'espace que tu occupes. Plus personne n'ose te traiter à la légère, car ils sentent que tu peux disparaître et que tu continuerais d'exister même sans eux. Ce détachement n'est pas un désamour. C'est une autonomie radicale. Et cette autonomie est la seule forme de pouvoir qui ne dépend d'aucune structure extérieure. La réponse différée, ne jamais réagir sous pression, toujours imposer ton rythme. Chaque fois que tu réagis immédiatement, tu entres dans le rythme de l'autre. Tu réponds à sa tension. Tu obéis à son urgence. Tu te plies à son cadre et sans t'en rendre compte, tu perds le contrôle. Tu crois que la rapidité est une forme d'intelligence, que répondre du tac au tac te donne l'avantage. Mais Machiavel aurait ri de cette précipitation. Il savait que celui qui réagit vite trahit ses émotions. Et celui qui trahit ses émotions dévoile son point faible. La réponse différée est une technique de souveraineté. Elle commence dans les conversations ordinaires. On t'attaque, tu te tais. On te provoque, tu souris. On te presse de prendre position, tu ajournes. Ce n'est pas de l'indécision, c'est du positionnement. Tu refuses que l'autre impose le moment. Tu choisis quand tu entres dans le jeu.
Et ce simple décalage crée une tension, une attente, une crainte, car l'autre ne sait plus si tu es blessé, stratège, indifférent ou en train de préparer quelque chose. Le silence devient une réponse plus puissante que 1000 mots. Et quand tu parles enfin, ton mot tombe comme un coup près. Parce qu'il est venu après le calme, après l'analyse, après le contrôle. Tu imposes ton tempo. Et ce tempo devient ta marque. Tu ne suis plus le rythme du monde. Tu le dictes. Même dans les relations intimes, cette technique est redoutable. Tu ne réponds pas aux messages dans l'émotion. Tu laisses passer le tumulte. Tu reprends la parole quand l'autre ne l'attend plus. Et là, tu marques. Parce que tu n'es plus réactif. Tu es créateur. Celui qui ne se presse pas devient insaisissable. Et celui qui impose son rythme finit toujours par diriger le jeu, même en silence. Ne confonds jamais réaction et autorité. Celui qui réagit appartient encore à l'autre. Celui qui attend règne déjà. Le masque variable. Adapter ton personnage au contexte sans jamais dévoiler le vrai. Tu veux être cohérent, fidèle à toi-même. Tu veux que ton entourage dise de toi, il ne joue pas de rôle. Mais cette fidélité que tu glorifies peut devenir un piège. Car dans le théâtre du pouvoir, ceux qui survivent ne sont pas les plus vrais. Ce sont les plus adaptables. Machiavel l'avait vu. L'homme d'État, le stratège, le survivant, s'échangeait de masque selon le contexte, sans jamais se trahir. Le masque variable est une arme invisible. Ce n'est pas une trahison de ton identité. C'est une technique de navigation dans un monde où chaque pièce exige un costume différent. Tu ne parles pas à ton supérieur comme à ton frère. Tu ne te présentes pas à un ennemi comme à un ami. Et pourtant, tu restes maître du noyau. Le masque n'est pas une perte, c'est une protection. Il te permet d'entrer dans n'importe quelle dynamique sans livrer ton essence. Il t'offre une souplesse tactique, un camouflage émotionnel, une présence ajustée. Mais surtout, il empêche les autres de te saisir entièrement. Et c'est ce flou qui te rend dangereux. Car personne ne sait où commence ton vrai visage. Tu deviens insaisissable, donc imprévisible. Le masque variable ne signifie pas mentir. Il signifie choisir ce que tu montres, à qui et quand. Tu deviens un miroir pour certains, un mystère pour d'autres, un allié silencieux ou une force distante selon ce que le moment exige. Et à chaque fois, tu ajustes, tu modules, tu maîtrises. Cette capacité effraie les esprits rigides. Ils te traitent de manipulateur, car ils ne savent pas comment te classer. Mais cette fluidité n'est pas une faiblesse, c'est un art. Le caméléon ne renie pas ses couleurs, il les utilise. Alors toi aussi, deviens cette figure mouvante, imprévisible, adaptée. Ne donne jamais tout ton visage, car celui qui est entièrement visible devient une cible. Celui qui change de masque reste en mouvement, et dans le mouvement, il est intouchable. L'asymétrie volontaire, donner moins que ce que l'on attend pour rester insaisissable. Tu crois qu'en donnant plus, tu obtiendras plus. Tu crois que ta générosité, ton implication, ta transparence t'élèveront dans la hiérarchie des consciences. Mais ce que tu offres en excès, on finit par le considérer comme acquis. L'être humain ne valorise pas ce qui coule en abondance. Il désire ce qui résiste, ce qui échappe, ce qui frustre légèrement Machiavel, sans le dire explicitement, opérait par asymétrie. Il ne livrait jamais tout. Il en disait assez pour marquer, mais jamais assez pour être deviné. C'est là le secret de cette technique. Tu dois briser la symétrie. Si l'autre te donne 10, tu n'as pas besoin de donner 10. Donne 7. Donne 5. Observe la réaction. Crée un déséquilibre calculé. L'asymétrie volontaire te permet de garder le contrôle. Tu restes celui qu'on cherche à comprendre, à compléter, à atteindre. Car dès que tu es parfaitement symétrique, tu deviens une surface lisse. Et ce qui est lisse est oubliable. Mais si tu retires un détail, si tu ne termines pas une phrase, si tu interromps ton regard au bon moment, tu laisses un vide. Et ce vide devient magnétique. Les artistes le savent, les grands orateurs aussi. Ce n'est pas ce que tu dis qui marque, c'est ce que tu retiens au dernier moment. Dans les relations aussi, la symétrie est un levier. Ne donne pas toujours le même niveau d'énergie. Ne te rends pas égal pour égal. Garde toujours une part de réserve, de silence, de retrait.
Cela ne fait pas de toi un être froid, mais un être stratégique. Et cette stratégie construit autour de toi une tension constante. On ne sait jamais si tu vas tout donner ou tout retirer. Et cette incertitude est la racine du respect. Celui qui donne toujours tout se vide. Celui qui dose avec conscience se remplit. Alors apprends à donner moins que ce qu'on attend. Et tu verras que ceux qui t'écoutent s'approcheront davantage, non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu retiens. L'attention maîtrisée, créer une présence qui dérange sans jamais provoquer. Tu crois qu'il faut mettre les gens à l'aise pour être respecté. Tu crois qu'une énergie douce, un sourire constant, un ton apaisant te permettront de construire des liens durables. Mais ce que tu crées ainsi, c'est une forme de mollesse invisible, une aura qui rassure et qui affaiblit ton autorité. Car dans les cercles du pouvoir, ce n'est pas le confort qui impressionne, c'est la tension. Machiavel l'avait compris. Celui qui impose une tension subtile dans la pièce devient le centre invisible des regards. Il ne crie pas. Il ne menace pas. Mais sa simple présence modifie l'atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'il est contenu. Parce qu'il ne donne pas tout. Parce que quelque chose en lui résiste. Cette tension-là est précieuse. C'est celle du fil prêt à se rompre, du volcan qui ne parle pas, de l'esprit qui observe sans se soumettre, et elle crée chez l'autre une forme d'inconfort, respectueux. Tu dois apprendre à générer cela, par ton regard qui ne se détourne pas, par tes silences qui tombent là où l'on attend des paroles, par ta posture droite, mais non rigide, par ta manière d'entrer dans une pièce sans chercher l'approbation. La tension maîtrisée ne vient pas d'une agressivité visible, elle vient de ton refus de te dissoudre dans l'ambiance. Tu es là, mais tu ne t'adaptes pas. Tu observes, tu pèses, tu sélectionnes. Et tout ton corps envoie ce message. Je ne suis pas là pour être aimé, je suis là pour exister. Ceux qui recherchent le confort te fuiront. Mais ceux qui cherchent la puissance se rapprocheront, car ils reconnaîtront en toi quelque chose de rare, une verticalité silencieuse. Cette tension intérieure n'a pas besoin d'être violente. Elle est stable, profonde, enracinée. Elle dit « Je ne suis pas là pour rassurer, je suis là pour être respecté. » Et c'est cette vibration-là qui fera de toi une présence qu'on n'oublie pas, même longtemps après ton départ. Le retrait stratégique, disparaître au sommet pour laisser ton ombre régner. Tu veux durer. Tu veux laisser une trace. Alors tu restes, tu insistes, tu répètes. Tu crois qu'en prolongeant ta présence, tu consolides ton pouvoir. Mais c'est là que tout s'effondre. Car dans les lois invisibles du pouvoir, la véritable empreinte ne s'impose pas par la répétition, mais par le retrait au bon moment. Machiavel l'aurait dit ainsi. Celui qui sait disparaître au sommet devient une légende. Celui qui s'attarde devient un outil. Tu dois apprendre à te retirer quand l'impact est encore chaud, pas quand il s'éteint. Le retrait stratégique ne signifie pas fuir. Il signifie contrôler ton effacement. Décider du moment exact où ta présence bascule dans le silence. Tu as marqué une pièce, une relation, une négociation. Ne reste pas pour savourer. Pars quand les regards sont encore tournés vers toi. Pars pendant qu'on te désire encore. C'est ainsi que tu deviens une absence pesante, une ombre qui reste plus forte que 1000 présences visibles. Ce principe fonctionne partout, dans les dynamiques sociales, dans les relations amoureuses, dans la communication publique. Le dernier mot ne doit pas être celui de la lassitude, mais celui de l'énigme. Il ne s'agit pas de couper les ponts brutalement, mais de te retirer avec grâce en contrôlant le mystère, en dosant la rareté, en refusant l'usure. Le monde oublie vite ce qui se banalise. Il magnifie ce qui s'efface sans bruit, et c'est ce silence, après ta présence, qui deviendra ta marque. Ton absence provoquera plus de questions que ta parole n'a su donner de réponse. C'est cela, régner sans être là. Le retrait stratégique demande du courage. L'ego veut rester, la peur veut vérifier, le doute veut s'accrocher. Mais l'esprit souverain sait quand il faut cesser d'insister. Il part et laisse derrière lui une empreinte qu'on ne pourra plus effacer. Une empreinte faite de manque, d'admiration
et d'incompréhension. Et c'est dans cette alchimie que naît la véritable domination psychologique. Tu n'es plus un corps qu'on entend. Tu es devenu une présence qu'on ressent. Tu viens de traverser un territoire interdit, une architecture souterraine de lois, de mécanismes, de vérités psychologiques que la plupart des gens ne veulent pas entendre, encore moins incarner parce qu'elles dérangent, parce qu'elles obligent à quitter le confort de l'innocence. Machiavel n'a jamais été un monstre. Il a simplement accepté de voir ce que les autres fuyaient. Il a nommé la manipulation, le désir de contrôle, la peur de l'isolement, non pour les glorifier, mais pour que ceux qui veulent survivre puissent comprendre le terrain sur lequel ils marchent. Tu sais maintenant que ta vie est traversée par des forces invisibles, des lois sociales que tu n'as jamais apprises, des réflexes mentaux que tu n'as jamais choisis, des désirs qui ne viennent pas de toi, mais que tu continues de poursuivre comme s'ils étaient tiennement. Chaque mot que tu prononces peut trahir ton intention. Chaque présence prolongée peut entamer ton autorité. Chaque attachement peut devenir une corde autour de ton cou. Et tant que tu ignores ces dynamiques, tu crois vivre alors que tu réagis. Mais à présent, tu as vu. Et ce que l'on voit ne peut plus être effacé. La question n'est plus « suis-je libre ?» La vraie question est « jusqu'où suis-je prêt à aller pour le devenir vraiment ?» Car l'indépendance ne commence pas avec de grands discours, elle commence dans le silence, dans ce moment précis où tu choisis de ne pas répondre, de ne pas courir après une validation, de ne pas t'expliquer ni te justifier. Dans cette seconde intérieure où tu poses un acte qui ne cherche pas à plaire, mais à rester aligné. Tu ne seras pas applaudi pour ça, tu seras incompris, tu perdras des gens, des rôles, peut-être même des opportunités, mais tu sentiras en toi quelque chose que tu n'as peut-être jamais senti jusqu'ici. La sensation de régner, non pas sur les autres, mais sur toi. C'est là que commence la vraie puissance. Pas dans les grands gestes, mais dans les micro-choix, dans la maîtrise du regard, dans le contrôle de ton rythme, dans la façon dont tu doses ton silence, dont tu retires une vérité, dont tu décides de t'effacer là où d'autres auraient supplié. Tu as maintenant une carte entre les mains, 12 lois, 7 vérités cachées, 7 techniques. Ce ne sont pas des outils pour dominer les autres, ce sont des clés pour ne plus être dominé. Pour reprendre ce que le monde t'a lentement volé, ton espace intérieur, ta colonne, ta stratégie, ton mystère. Souviens-toi, celui qui est entièrement visible devient manipulable. Celui qui se fait rare devient redouté. Celui qui part sans bruit devient inoubliable. Alors pose-toi cette dernière question. Qui étais-je avant que le monde ne me dise comment me comporter ? Et maintenant que tu sais, vas-tu continuer à jouer le rôle qu'on t'a imposé, ou vas-tu enfin écrire le tien, seul, dans l'ombre, avec calme et sans pardon ? Si tu es prêt à aller plus loin dans cette lucidité, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo à ceux qui doivent cesser d'être les marionnettes du monde. Car ce que tu viens d'entendre, personne ne le leur dira à leur place.